Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 135 avec Stéphane sur RLP avec aujourd'hui un spécial Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie, en neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle et qui intervient de manière régulière sur nos médias, le plus souvent d'ailleurs pour prendre la défense de l'intérêt de nos enfants, de nos petits. Marie-Estelle Dupont nous a consacré aujourd'hui un entretien d'environ 3/4 d'heure où nous parlerons de son nouveau livre « Réussir son divorce » chez Larousse. Elle nous expliquera son avis sur la place du père, du papa contemporain d'aujourd'hui. Nous parlerons également d'aliénation parentale, nous évoquerons son livre « L'antimère » et le syndrome de Médée. Puis nous discuterons sur la famille en France en 2023, l'interchangeabilité des individus, les attaques sur l'autorité parentale en Occident, la position par rapport à l'éducation et l'école sur la psychologie auprès des enfants. Faut-il apprendre à être parent et avons-nous vraiment été très bien dans notre société envers les enfants durant le Covid? Nous évoquerons les couples homosexuels, nous finirons par l'actualité et ses projets à venir. Mais tout d'abord, quelques courtes actualités, ne quittez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Article France Info du 1er février 2023 concernant une enquête de France 2 des plaintes refusées par centaines dans les commissariats et gendarmeries. La défenseur des droits a relevé 240 signalements de refus de plainte en 2022. Cela signifie que parmi toutes les personnes éconduites lors d'un dépôt de plainte, il y en a quand même 240 qui ont réussi à aller signaler un refus et à démontrer un refus. L'article insiste sur les consignes qui ont été données pour prendre les plaintes dans les affaires de violence conjugale. Nous alertons régulièrement ici et ailleurs d'ailleurs sur la difficulté pour les parents de déposer plainte pour non-représentation d'enfants les samedis matins et les premiers jours des vacances scolaires, quand les jugements ne sont pas appliqués et que, comme ce n'est jamais jugé, les plaintes ne sont jamais prises. Voici encore un nouveau symptôme. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Les politiques et le législateur restent actuellement totalement sourds aux demandes de la société concernant notre environnement de recomposition familiale. Néanmoins, nous voyons une progression dans les articles des médias. Il est intéressant de noter que suite à notre spéciale résidence alternée avec Sébastien Dupont, reprenant l'état de la recherche contemporaine sur la résidence alternée, ont été publiés des articles dans Ouest France le 4 janvier 2023, sur Radio France quelques jours après notre émission, et dernièrement une chronique de Clara Georges dans Le Monde. Cela démontre, s'il était nécessaire, que nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur cette thématique. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Marie-Estelle Dupont. Donc Marie-Estelle, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Alors, vous avez publié actuellement plusieurs livres, Se libérer du moi toxique chez Larousse, Découvrir vos super pouvoirs chez le psy chez Erol, L'antimère chez Albin Michel et vous sortez prochainement Réussir son divorce chez Larousse. Tout à fait. Alors, nous voudrions savoir, avant effectivement que nous commencions nos débats intellectuels, savoir d'où vient l'origine de votre voix. Qui êtes-vous? Qui a mené à devenir Marie-Estelle Dupont aujourd'hui? Quel est ce parcours? Quelles ont été ses études? Comment devient-on ceci aujourd'hui? Devient-on ceci? C'est une bonne question. Alors, je suis née en 1982, donc j'ai 40 ans. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai passé un bac littéraire et ensuite j'ai fait des études à l'école des psychologues praticiens parce que je souhaitais être psychologue clinicienne et psychothérapeute, mais en faisant des études autrement qu'à l'université, de manière à avoir une vraie formation sur le terrain avec une alternance et beaucoup de stages, qui m'a permis en fait à la fin de ma 5e année d'être déjà depuis 3 ans dans des services de psychiatrie. Et puis à la suite de ce diplôme, j'ai fait un DU de neuropsychologie parce que je voulais pouvoir accompagner des patients qui avaient des maladies chroniques et notamment des dégénérescences cérébrales ou des traumas crâniens.
Ce qui fait qu'une partie de ma patientèle, ce sont plutôt des gens qui viennent avec des maladies somatiques qu'avec des maladies psychiatriques. Ce sont des gens qui ont toutes sortes d'affections chroniques, polyarthrite rhumatoïde, problèmes neurologiques, etc., etc. J'ai fait un mémoire thèse sur le lien entre la gestion des émotions et l'image du corps dans un service de psychiatrie connu qui s'occupe d'adolescents à l'Institut Montsouris, où je travaillais avec beaucoup d'adolescents qui avaient des addictions ou des troubles du comportement alimentaire. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé d'abord à l'hôpital, à la fois en recherche psychiatrique, donc on faisait de la recherche sur les aspects génétiques de la schizophrénie, et puis en ophtalmologie, avec des patients qui devenaient aveugles. Et en parallèle, je me suis installée en libéral. Puis il s'est trouvé que mon activité libérale s'est développée très rapidement, qu'au bout d'un an, j'étais en temps complet libéral, donc j'ai lâché l'hôpital. Également parce que l'hôpital souffrait déjà de gros dysfonctionnements en 2009 et que ça ne me convenait pas par rapport à ma déontologie. Donc voilà, donc ça fait 16 ans que je suis installée en libéral et à côté j'ai une activité d'écriture. Donc j'ai d'abord sorti effectivement ce livre chez Erol, ensuite Ce libéral sont moins toxiques en 2017 qui a été réimprimé, qui est un best-seller chez Larousse, puis chez Albin Michel Lantimère et là en mars on prépare chez Larousse le livre dont je vous ai donné la couverture, Réussir son divorce pour essayer d'aider les adultes qui se séparent à ne pas trop trianguler les enfants et puis à clôturer la relation dans des conditions aussi saines que possible. Alors, ce livre qui va arriver effectivement sur le divorce, avez-vous été sensibilisé, vous confronté à cet environnement du divorce? Est-ce que vos parents ont divorcé? Est-ce que vous m'avez divorcé? Pensez-vous, parce que nous sommes une société de recomposition, la majorité des familles sont monoparentales, féminines avec des enfants et autres, on constate une absence du père de manière malheureusement assez présente, hein, nous dans le domaine associatif, notamment du père qui voudrait lui être père, le père d'aujourd'hui et autres. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous avez fait des remarques ou des choses à dire? Oui, alors moi j'ai vécu le divorce, je me suis séparée de mon mari au bout de 14 ans et j'ai accompagné beaucoup de patients. C'est un divorce qui s'est très bien passé, c'est un divorce entre guillemets réussi, si tant est qu'un divorce puisse être un événement, ça n'est jamais un événement joyeux, mais c'est un événement qui peut se passer de manière non incendiaire et c'est ça le message que je veux faire passer. Le divorce, je constate dans mon cabinet qu'effectivement les questions très récurrentes sont liées aux enfants. Je constate qu'en France, en tout cas, deux difficultés reviennent très souvent. Du côté de la femme, c'est la précarité matérielle et le burn-out qui la menace avec la double charge de nourrir ses enfants matériellement et d'être responsable de leur éducation et très présente émotionnellement et physiquement. Ce qui met en réalité les femmes en grande difficulté. Et du côté du père, c'est d'ailleurs le sujet d'une de mes chroniques sur mon site internet où je dis au commencement était le père. Les pères que je vois dans une immense souffrance d'être privés de leur enfant, ce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai constaté comme étant très dangereux en fait, puisque si mon père avait été plus présent, ma mère m'aurait fait moins de mal. Et je crois vraiment qu'il est important de se dire que l'on peut avoir échoué sa relation de couple, d'amant, mais réussir sa coopération parentale. Et on peut ne plus être amant, mais continuer d'être parents ensemble. Et finalement, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que, sans doute, les hommes soutiennent matériellement leur ex-épouse qui leur a mis au monde un ou des enfants, et que les femmes sachent distinguer les motifs des griefs qu'elles ont à l'encontre de leur ex-compagnon, sans le destituer de son rôle de papa. Parce que quand on voit des papas qui voient leur enfant une fois par mois, alors qu'ils désireraient que ce soit plus, il y a des pères aussi qui lâchent complètement l'affaire, je suis pas en train de faire un jugement de valeur, mais quand ils sont désireux de cela, il est extrêmement dommage pour l'enfant d'en être privé et ces pères souffrent, se sentent trahis, humiliés, alors qu'ils ont des choses à offrir à cet enfant et que, en plus, la mère aurait tout à gagner. Est-ce que le père leur transmette quelque chose, puisque on n'est pas toute puissante, on peut pas tout donner à un enfant et le masculin a aussi beaucoup de choses à apporter. Donc, dans la construction psychique d'un être humain. Donc, je crois que ce sont les deux difficultés principales et j'essaye dans le livre d'amener, en fait, chacun des partenaires à réfléchir sur ce positionnement juste en tant qu'amant d'une part, ok, c'est fini, mais en tant que parent, ça continue et ça va continuer. Et si ça se passe trop mal, finalement, votre enfant va le payer et vous allez le payer parce que votre enfant, tôt ou tard, quelque part, vous en voudra et la confiance sera abîmée parce que vous l'avez privé de l'autre parent. Alors, il y a évidemment des cas exceptionnels qui relèvent du pénal et que je n'aborde pas dans le livre parce que, fort heureusement, ils ne sont pas quotidiens. Évidemment, il y a des cas où on est obligé de protéger l'enfant d'un parent dangereux et déviant. Mais hormis ces cas-là, je crois qu'il faut accepter que
même si l'autre ne pense pas comme nous, il a des choses à apporter et que notre enfant fera plus tard sa petite cuisine, sa petite synthèse, et qu'il vaut mieux pouvoir discriminer plus tard ce qu'on veut garder et ce qu'on veut pas garder que se construire sur un vide. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un discours qui est un petit peu nouveau. La plupart des femmes qui s'expriment sur ce sujet n'ont pas forcément la position d'accorder la place du père contemporain, du papa d'aujourd'hui, qu'ils demandent. On entend notamment des voix aujourd'hui qui demandent la suppression du délit de non-représentation d'enfants. On voit une instrumentalisation très grande des fausses accusations et aujourd'hui, on sait que la simple accusation, la simple désignation suffit à enlever les droits parentaux. Comment se fait-il que vous, en fait, vous alliez un petit peu à contre-courant de ce mouvement-là ? Eh bien, j'ai un petit peu tendance à essayer de rendre visibles les souffrances qui sont invisibilisées. Vous avez pu le constater pendant la crise Covid. Oui. Je n'ai eu de cesse de parler de la souffrance psychique dont personne ne parlait, et notamment de la souffrance des mineurs. De la même manière, je vois des mères en détresse parce que le père ne fait rien et se conduit comme un adolescent et fuit ses responsabilités. Mais je vois aussi des hommes qui m'appellent au secours parce que la mère, soit de par sa pathologie mentale, soit par une perversité quelconque, empêche les enfants, voire emmène les enfants dans une autre région et n'a de cesse de faire de l'aliénation parentale et de remonter les enfants contre leur père. Donc toutes ces souffrances existent. Il n'y a pas une souffrance qui est plus grave que l'autre. En revanche, j'ai l'impression que parfois dans notre société, il y a des souffrances autorisées et des souffrances invisibilisées. Et que la plainte contre le père est autorisée. En revanche, la souffrance des pères qui ont juste le droit de payer, de se taire et de ne pas exister, on en parle peu. Et je trouve que c'est injuste. Voilà. Donc ça n'est pas de l'idéologie, c'est un désir de rééquilibrer. Je crois que mon métier, la pratique de ma profession a toujours été guidée par ce souci d'équilibre et de faire remonter aussi cette souffrance parce que je vois les dégâts. Je vois les dégâts sur les enfants. Je vois des adultes aujourd'hui qui sont de bons papas, mais qui me disent qu'est-ce que j'en ai voulu à ma mère de m'avoir privé de mon père, de m'avoir empêché de voir mon père, de m'avoir endoctriné et mis dans la tête l'image qu'elle avait, elle, de mon père. Mais c'est mon père, c'est la moitié de moi, c'est une de mes deux jambes, et en fait, elle m'a privé d'une de mes jambes. Oui, et ce sont des adultes en souffrance. Oui, bien sûr, tout à fait. Nous avons 30 à 40% des pères qui perdent le lien avec leur enfant après un divorce conflictuel. C'est énorme. Nous avons plusieurs centaines de suicides de pères par an. Vous confirmez, vous acceptez le terme d'aliénation parentale. C'est un terme qui a fait débat. Je sais qu'il y a un psychiatre extrêmement connu en France, Dr Bensoussan, qui avait parlé d'aliénation parentale, qui s'est pris d'ailleurs plusieurs reproches et des procès notamment parce qu'on lui reprochait de dire que c'était une création pour défendre des droits masculinistes et que l'aliénation parentale n'existait pas. Alors nous ici on a interrogé beaucoup de gens, mais vous en pensez quoi ? Je la connais de l'intérieur, je la connais à la fois comme thérapeute, l'aliénation parentale, et comme victime de ça. D'accord. Moi, j'ai été victime d'aliénation parentale. J'ai été endoctrinée par ma mère dans une image absolument catastrophique de mon père qui avait pour but très simple de rompre le lien entre le père et la fille parce qu'elle ne supportait pas qu'on puisse avoir de l'affection l'un pour l'autre. Et donc, c'était divisé pour mieux régner. C'est-à-dire que la mère se garde l'exclusivité morbide et fusionnelle avec l'enfant en lui expliquant que son père est un affreux, est un salaud, etc., etc. Donc, elle met l'enfant dans une position de confident qu'il ne peut évidemment pas avoir, ni du fait de son âge, ni du fait de sa place. Et ça, c'est de l'aliénation, puisqu'elle empêche l'enfant de construire sa propre image de son père, qui, naturellement, à l'adolescence, sera éborgné, et il le faut, puis sera désidéalisé. Et à un moment donné, on se dira, non, mais en fait, mon père, c'est un vieux crouton, mais ce sera le processus psychique naturel de l'adolescence, et ça se résoudra à nouveau à l'âge adulte avec une vision encore différente, mais ça c'est le processus subjectif de l'enfant qui est sain, et en lieu et place de cela se substitue l'image très colonisante en fait de la mère qui répète un discours très négatif sur le père, parfois diffamatoire, et ça c'est très grave. Donc non, je crois pas que ce soit pour défendre des thèses masculinistes, je crois qu'il faut arrêter d'être obsessionnel là-dessus. Oui. Il y a une réalité, la perversité n'est pas l'apanage des hommes, il y a des femmes perverses. Pourquoi les femmes ne pourraient pas être manipulatrices ? Malheureusement, il y a des mères qui pensent d'abord à elles avant de penser au fait que même si elles ont été des épouses malheureuses, leur enfant a le droit d'avoir accès à son papa. Donc voilà quelle est ma position.
Maintenant, bien sûr qu'il y a aussi dans l'autre sens des cas d'abus. Je ne dis pas le contraire. Je ne pense pas que dans les 40% de pères qui ne voient pas leur enfant, il n'y a que des pères victimes de mères manipulatrices. Je pense aussi qu'il y a des pères très immatures qui finalement n'ont pas envie d'assumer leurs responsabilités et lâchent l'affaire. Ça existe aussi. Mais on ne peut pas dire que l'aliénation parentale et la souffrance de père. Moi, je vois des pères sous médicaments avec des idées suicidaires qui peuvent pas voir leur enfant. Le juge a une idéologie qui fait que de toute façon, il donne raison à la mère. En ce moment, j'ai une petite fille qui est terrorisée de rentrer chez sa mère parce que la mère la maltraite et la martyrise. Mais comme le psychiatre qui est expert auprès des tribunaux a confirmé qu'elle prenait ses médicaments, alors tout va bien. Donc non, je crois qu'on peut vraiment pas se permettre, quand il s'agit de la souffrance psychique d'un être humain, d'avoir une idéologie pro-masculin ou pro-féminin. Il y a que des cas singuliers. Et malheureusement, le mal existe dans la nature humaine dans les deux genres. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Oui, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, c'est un discours que l'on porte nous aussi. Il y a des hommes qui n'assument pas. Il y a des hommes qui se comportent mal aussi. Le problème que nous avons, c'est avec ceux qui souhaitent avoir leur place Bien de sûr. parents et qui ne peuvent pas l'avoir. Le problème se situe à ce niveau-là. Alain Bouregba, sur cette antenne, nous disait que l'absence d'un parent, parce que un enfant, c'est un triptyque en fait, il a ces trois composantes différentes, il lui faut ces deux composantes parentales. L'absence d'un parent fait que celui-ci est idéalisé ou diabolisé, ce qui le gêne en fait dans sa construction, ce qu'il nous a expliqué ici, et c'est pas forcément le seul. Et vous, est-ce que votre mère a essayé de vous faire changer de père, par exemple? Est-ce qu'elle a dit, c'est pas lui votre père, effectivement, on va en dépeindre une vision un peu diabolisée, et est-ce qu'elle vous a dit, maintenant, tu vas essayer de prendre un autre référent, en famille recomposée, est-ce que tu vas... Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, ça pas du tout, non. Mais par contre, donner l'un à l'autre une vision dégradée, à lui de sa fille et à moi de son père, oui. Mais non, elle n'a jamais refait sa vie d'ailleurs. D'accord, ok. Alors ça c'est intéressant parce que vous avez écrit carrément un ouvrage sur l'antimère, c'est-à-dire sur la mère dont nous avons effectivement l'image très protectrice, très aimante, et vous êtes la voix qui montre que ce n'est pas tout le temps le cas. Qu'est-ce qu'une antimère et quel est le dégât, les dangers que cela puisse représenter? Oui, alors j'ai voulu aborder cette question taboue qui est un impensé de la société. Et la question de la génitrice qu'on retrouve dans la mythologie, c'est la figure de Médée qui déteste ses enfants, parce que je crois que d'abord l'être humain est un mammifère. Donc dans la mesure où on est un mammifère, la survie de l'espèce dépend de l'attachement de la femelle à son petit. Il est donc extrêmement difficile, parce que contre nature, de penser la mère qui n'aime pas son enfant, comme il est extrêmement difficile pour ceux qui n'y ont pas été confrontés, de penser l'inceste. Donc imaginez qu'une génitrice n'aime pas son enfant, voire désire sa mort, même si elle ne va pas mettre en place un homicide, mais elle peut agir des non-assistances à personne en danger, elle peut pousser sa fille ou son fils au suicide. Provoquer une mort sociale en le critiquant partout et puis en l'empêchant de s'épanouir. Bien sûr. En tout cas, saper sa confiance en lui et l'empêcher de créer d'autres liens affectifs par l'isolement et le chantage. Je crois que c'est un sujet délicat. Moi, je suis extrêmement attachée à la famille. J'ai essayé de défendre pendant cette crise l'autorité parentale. Et c'est parce que, pour moi, la famille est la cellule de base de la société et que ce lien de filiation est extrêmement important que, justement, je pense qu'il faut savoir parler des dérives et de quand ça ne va pas. Ça n'est pas pour abîmer l'image de la famille, c'est au contraire pour dire ce qu'on dénie, on ne peut pas le transformer. Donc si on ne parle pas, si on parle pas à un moment donné de l'inceste, on ne pourra pas prendre conscience, on ne pourra pas faire bouger les lignes. De la même manière, si on pense qu'une femme, parce qu'elle devient mère du jour au lendemain, est une personnalité forcément saine, mature, qui a réglé son conflit d'ambivalence, qui ne veut que le bien de son enfant et qui est entièrement bienveillante, on est dans le déni de la réalité de la nature humaine et de la réalité du mal. Il y a des femmes qui n'ont pas l'excuse de la pathologie psychiatrique et qui pourtant ne sont pas en capacité d'aimer leur enfant, qui sont dénuées d'empathie, qui ont des profils psychopathiques ou pervers et qui n'ont de cesse d'utiliser leur enfant comme un souffre-douleur ou un confident ou un punching ball ou un double narcissique qui est supposé les combler, mais certainement pas comme une personne. Et ce livre, c'est une manière de dire, mais attendez, l'enfant est une personne. L'enfant n'est pas personne, c'est une personne et cette personne n'est pas vous. Donc quand vous posez vos yeux dessus, demandez-vous ce que vous projetez et demandez-vous qui il est. Et je crois que la mère qui n'aime pas son enfant est incapable de se rappeler que c'est une personne.
et qu'elle en a l'entière responsabilité, mais en aucun cas la possession. Donc c'est de ça que je parle dans le livre, et de la possibilité, difficile, mais de la possibilité quand même, pour un fils dont le père a été jaloux, ou d'une fille dont la mère a été jalouse, de se tracer un chemin vers la confiance en lui, vers l'amour de lui-même, même si toute sa vie sera assaillie par le doute et les carences affectives, mais néanmoins un certain socle de sécurité interne et surtout de préserver sa propre capacité un jour à aimer et éventuellement à être parent sans répéter le schéma de la souffrance. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc la famille pilier de la société, selon vous, c'est aussi une voie parfois inhabituelle ou en tout cas de particulière que vous portez. Comment expliquez-vous en fait que la famille pilier de la société ait autant de mal aujourd'hui, encore en 2023 en France, qu'il y ait autant de recomposition, de décomposition, de mariages multiples et autres, d'enfants isolés, de parents isolés, alors que normalement nous sommes censés se construire autour d'une famille. Ça vient d'où ça ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs d'explication qui sont comme les couches d'un oignon en fait et qui s'intriquent les uns aux autres. Le premier, c'est que je pense que la famille a été très attaquée socialement. On a beaucoup désidéalisé la famille, on a beaucoup relativisé ça, on a beaucoup raconté que femme n'avait pas besoin des hommes, que finalement une femme pouvait tout faire, mais je crois qu'on s'est quand même tiré une belle balle dans le pied parce qu'une fois que vous êtes tout puissant, en fait vous êtes tout impuissant et la charge mentale est beaucoup trop grande, donc la coopération c'est quand même pas mal. Enfin, j'ai tendance à penser que s'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'on est complémentaires et qu'on a besoin les uns des autres. Mais je pense aussi que cette attaque permanente de la figure d'autorité, quelle qu'elle soit, toute cette idéologie de il est interdit d'interdire, pas de frustration, on est rentré dans une société quand même très narcissique, très adolescente, où il faut kiffer tout de suite, le divertissement était roi. Et dans un tel contexte, on veut plus tolérer de frustration. La continuité du couple est en péril, parce que évidemment que le couple au quotidien, dans la durée, c'est énormément de frustration et d'élaboration de l'ambivalence, parce que vivre à côté de quelqu'un, c'est supporter de le décevoir, d'être déçu, de devoir attendre, de devoir différer son désir, de devoir faire des compromis, d'apprendre à communiquer, d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas du tout notre histoire, qui n'a pas du tout notre personnalité. Une partie de contrainte. Et donc, j'ai tendance à penser que le couple est un travail psychique absolument titanesque, en fait. Ça prend beaucoup d'énergie, le couple. Et est-ce qu'on est encore prêt à accorder cette énergie? Est-ce que la société le rend possible, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec les difficultés économiques dans lesquelles se trouvent les gens? C'est une question. Je pense que la déspiritualisation de la société et la montée en puissance de la technologie qui vient se substituer aux valeurs, au cadre interne, à la foi aussi, parce que plus vous avez de spiritualité, plus vous êtes en capacité de placer votre relation affective sur un plan de conscience élevé. Quand vous restez dans des choses très matérielles, l'altérité est difficile à négocier. Et je pense que cette société où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'interchangeabilité de l'individu, où il y a une désacralisation du corps, de la sexualité, etc., ça fait beaucoup de mal au couple, en fait, parce que ça appauvrit la relation, alors que dans le couple, la sexualité, la sensibilité, les inconscients ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et en fait, on peut grandir ensemble. Mais il faut tolérer que ce soit un travail psychique à proprement parler. Donc peut-être que cette perte de la notion d'effort et d'inscription dans le temps long a nui au couple et rend les séparations plus fréquentes. Je pense aussi que les gens sont en grande difficulté. On voit les âges statistiques, les moments d'augmentation des divorces, et en général, quand le premier enfant a à peu près autour de 5 ans, c'est-à-dire que le virage de passer de 2 à 3 est très difficile. Ça, on arrive à être couple, mais à être à la fois couple et parents ensemble, ça réveille tellement de choses de notre propre vécu familial que, en fait, si chacun des partenaires n'a pas bossé sur ses schémas familiaux, sur ce qu'il a vu de ses parents, il peut être pris dans une espèce de bouffée d'angoisse. C'est-à-dire que tout d'un coup, la femme qui devient mère se prend dans la figure l'image de sa propre mère qu'elle voyait petite fille, ou le jeune papa se prend dans la figure son père qui voyait tellement malheureux en rentrant à la maison, crise de panique, projection, et là on a envie de se séparer parce qu'on se dit mais si je me sépare pas, je vais finir comme mon père, malheureux, ou je vais finir comme ma mère, aigrie. Et en fait, c'est là que la thérapie est quand même une clé. C'est qu'en fait, je crois que le plus beau cadeau de naissance que vous pouvez faire à un enfant, c'est de faire un petit travail sur vous, parce que plus vous aurez dit, ah ok,
ça m'a laissé une empreinte de mes parents qui est pas très bonne. Mais peut-être que je peux faire les choses autrement. Peut-être que mon conjoint, c'est pas mon père et qu'on va pouvoir inventer autre chose. Plus, en fait, vous allez vous libérer de votre passé, l'intégrer, l'accepter, prendre de la distance avec et dire mais en fait je suis pas ma mère, je suis pas mon père, je suis pas là pour réparer mon couple parental, mais par contre je peux mettre en place autre chose. Et ça quand même, j'ai tendance à penser que c'est l'espace thérapeutique qui l'offre le mieux. Moi j'ai vu des situations où voilà, l'homme était dans une telle angoisse mais non conscientisée de répéter, de devenir comme son père. Il était tellement incapable de penser, de se faire confiance et de se dire mais avec ma compagne on va pouvoir faire autre chose. Et il projetait tellement sa mère sur sa compagne qu'il sabotait le couple parce qu'il était persuadé qu'il y avait une impasse et que devenir une famille, ça allait être répéter sa propre famille. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Mais c'est là qu'intervient effectivement aussi la culture. On voit en Asie, il y a extrêmement peu de divorces et quand le couple bat un peu de l'aile, la pression sociale, les gens autour disent aux personnes concernées, faites un effort, essayez de faire ci, essayez de faire ça et restez ensemble. On voit très bien qu'en Occident, dès que les gens ne s'entendent plus sur ci ou ça, extrêmement rapidement, la parole de la société, de l'environnement social est allez divorcer, faites-le payer, va en trouver une autre, avec tous les petits trucs qui vont aller avec. La société ne pousse pas les gens à rester ensemble. Il y a un grand changement quand même depuis quelques dizaines d'années. C'est la problématique, c'est notre anthropologie qui est qui repose sur l'interchangeabilité des individus. Donc dès qu'on désubjectivise et qu'on désacralise l'être humain, il devient interchangeable et la sexualité devient même un bien de consommation. Donc oui, ça favorise la porosité des liens parce qu'il y a ce que Sami Ali, qui est un grand penseur de la psychosomatique, décrit très bien comme la banalisation de l'affect. On croit que la relation finalement est secondaire. Or, pour un être humain, la relation est un besoin vital. Et l'attachement affectif est un besoin vital. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup poussé l'être humain dans cette interchangeabilité. Maintenant, je pense aussi qu'une des causes du divorce, puisque le divorce n'est pas toujours une mauvaise chose, le divorce peut être simplement la conséquence d'une erreur d'engagement, d'une erreur de discernement. Et je pense que peut-être qu'on divorce trop vite, mais probablement aussi on se marie trop vite. C'est-à-dire la grande faille de l'Occident, c'est de nier le psychisme. Et donc, tant que les personnes recevront une instruction uniquement sur le monde extérieur et jamais sur le monde intérieur, c'est-à-dire qui je suis, comment fonctionnent les émotions, quel est mon type de personnalité, on ne saura pas qui on est. Et Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et quand on n'a pas d'accompagnement, alors, chez les catholiques, souvent, il y a un accompagnement spirituel au mariage, mais est-ce que la dimension de discernement psychologique est suffisamment importante ? Je n'en sais rien. En tout cas, quand on n'a pas suffisamment discerné qui on était, on projette sur l'autre et donc on pourrait appeler vulgairement une erreur de casting. Et donc, forcément, il vaut mieux un divorce parce que sinon, on va se rendre extrêmement malheureux et on va avoir une relation toxique, voire une relation qui va finir quasiment perverse alors que ni l'un ni l'autre n'est pervers manipulateur à la base. Donc je pense qu'il y aurait moins de divorces si tout simplement les gens se connaissaient mieux au départ et étaient capables de faire le bon choix. Et quand on est très jeune et qu'on n'a pas bossé sur soi, en général, on ne choisit pas la bonne personne, on choisit la personne d'une étape de vie. Mais malheureusement, une fois que cette étape est terminée, le couple ne trouve plus sa raison de continuer. Okay. Donc je pense vraiment qu'il est urgent, mais pas au programme malheureusement, de mettre de la psychologie à l'école, d'apprendre aux enfants à distinguer s'ils sont introvertis, extravertis, s'ils sont plutôt créateurs, etc., etc. Des rudiments de psychologie qui feront d'abord que leurs relations avec leurs collègues et leurs familles plus tard seront meilleures, parce qu'ils ne prendront pas les différences des autres comme des attaques personnelles, mais comme l'expression de leur singularité. Et ensuite, parce qu'ils sauront mieux choisir un associé professionnel, choisir un conjoint, choisir un ami, qui aura moins de déception et d'amertume. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors là, ça soulève plusieurs thèmes, ce que vous venez de dire. Vous avez employé le mot interchangeabilité. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas cette espèce de courant d'état d'esprit qui fait qu'il y a autant d'attaques sur l'autorité parentale au jour d'aujourd'hui, qui fait que en fait, l'État essaie d'être parent parfois à la place
des parents biologiques, on remet en cause la primauté biologique. On l'a constaté en Occident. Moi, j'ai eu des interventions qui sont arrivées de Québec, de Suisse, de Belgique, de France, d'USA, où on constate de manière générale, globale, donc dans les lois, dans la pratique, l'autorité parentale en elle-même est affaiblie parce que l'institution essaye de passer par-dessus le parent. Alors, mettre de la psychologie dans l'enfant, certes, mais est-ce que c'est vraiment à l'école à le faire? Enfin, il y a deux thèmes dedans, vous voyez. L'autorité parentale n'est-elle pas attaquée en Occident plus qu'ailleurs? Et est-ce vraiment à l'école d'aller s'occuper de la psychologie auprès des enfants? Alors, la première question, si, bien sûr, mais l'Occident file un mauvais coton, puisque l'Occident a une anthropologie qui est erronée. D'ailleurs, Bernanos l'avait parfaitement expliqué dès la Seconde Guerre mondiale. Il disait on fait croire à l'homme en fait qu'il n'a pas de dimension spirituelle, et on sait très bien que l'être humain a besoin de croire. Toutes les recherches en psychologie de l'enfance montrent qu'un enfant qui ne peut pas croire qu'il y a une bonne figure parentale est un enfant qui fait une dépression et qui se laisse mourir. Donc le besoin de croire, si vous le retirez à l'homme, il va se déplacer. Et donc, quand on nie toute dimension spirituelle à l'homme, il va déplacer ce besoin sur des croyances matérialistes, technologiques, etc. Et au lieu que ce soit la spiritualité qui l'aide à dépasser les grandes angoisses de mort et les grandes angoisses existentielles, il va se précipiter dans une fuite en avant, à se raconter que la technologie, le transhumanisme, la médecine et je ne sais quoi peut le faire se sentir tout puissant. Alors que finalement, être humain, c'est travailler toute sa vie à accepter sa finitude et pas essayer de la fuir avec des gadgets. Mais là, on n'a pas pris, actuellement, on prend pas le bon virage, selon moi, à cet égard. Et donc, évidemment, la famille est attaquée, puisque la famille, c'est le lien. Donc, le lien affectif, c'est l'engagement. Et quand on dit, en fait, que ça sert à rien de s'engager, évidemment, on sape d'entrée de jeu ce dont l'homme a le plus besoin pour se tenir droit. Maintenant, est-ce que c'est à l'école de s'occuper de psychologie? C'est pas à l'école d'éduquer. L'école ne devrait pas s'appeler éducation nationale, mais instruction nationale. D'accord. Ça, c'est une certitude. En revanche, que dans les programmes, puisqu'on apprend à l'enfant le fonctionnement de son intestin en cours de biologie, je ne vois pas pourquoi on lui donnerait pas des rudiments sur le fonctionnement de ses émotions, sur le fonctionnement de son cerveau et sur le fait que il existe différents types de personnalités, parce que oui, si on le fait de manière neutre et sans idéologie, pourquoi pas, mais il faut rester dans vraiment la théorie pure en fait. Ouais. Oui, mais on est dans un déni du psychisme. Or, le fait psychique est l'équivalent du fait biologique. Les émotions, c'est un fait qui est à la couture du corps et de l'esprit. Les émotions se traduisent par des modifications de vos constantes biologiques, une tachycardie, un mal de dos, une insomnie. Tout ça, c'est l'unité psychosomatique de l'être humain qui s'exprime. Et c'est dommage que, finalement, la manière dont on enseigne la biologie, la philosophie, etc., ne laisse pas un peu de place à cette dimension psychosomatique de l'être humain. Mais ce sont des rudiments, ce sont des éléments, c'est de la matière première. En aucun cas, évidemment, c'est de l'idéologie, selon moi. Ça, c'est aux parents d'apprendre, enfin pas de manière idéologique d'ailleurs, c'est aux parents d'apprendre à l'enfant à s'intéresser à son monde interne. Qu'est-ce que tu as fait comme rêve cette nuit? Qu'est-ce que ça te fait quand il t'arrive ça? Qu'est-ce que tu fais de ta colère? Moi, j'avais inventé un jeu avec mon premier enfant. Quand il sortait de l'école le soir quand il était petit, je lui demandais de quelle couleur était son cœur. Et il avait inventé son propre code couleur. Donc, on savait tous les deux ce que ça voulait dire quand son cœur était bleu, quand son cœur était rouge. Et il apprenait comme ça à personnifier, à identifier ses émotions. Et dès lors que les émotions sont conscientes, d'abord, on ne les passe pas à l'acte. Et ensuite, elles sont beaucoup plus faciles à transformer. On sort beaucoup plus facilement d'un moment de tristesse si on a pu accepter, sans se juger, que oui, là, on est triste et qu'en fait, là, on a le droit d'être triste. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, je vais rebondir sur Joël Mondzé, qui était venu ici il y a à peu près un an et demi, qui était, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était un docteur en neurosciences, qui nous expliquait effectivement que la conception, les comportements, ce n'était pas que de la psychologie, c'était aussi effectivement de la mécanique, de la médecine, de la biologie, de la neurologie. Et effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas à un stade d'évolution où on pourrait peut-être expliquer les rudiments de ces choses-là à nos enfants, pour que justement ils évitent ci ou ça dans leur développement personnel en fait? Moi je pense que si, je pense tellement que c'est le cas que j'explique avec des mots adaptés à leur niveau de maturité évidemment à mes enfants comment fonctionne le cerveau, pour leur expliquer pourquoi les écrans sont interdits, en tout cas extrêmement limités. Parce que j'ai expliqué à mon fils aîné l'impact sur son cerveau d'un écran, la manière dont ça avoir fait il y a 10 ans, il fallait pas le faire parce que oui, bien sûr. La manière dont ça sidère son cerveau, dont ça diminue son tonus physique et musculaire, etc. L'augmentation de la dépression chez les enfants et des troubles d'apprentissage chez les enfants qui consomment beaucoup d'écran.
Et le fait d'apprendre ces choses-là à l'enfant lui permet de s'approprier son corps, donc il n'est plus un mystère pour lui-même. Et de lui-même, il n'en a pas envie, parce qu'on lui a expliqué ce que ça lui faisait. Donc, il va en avoir peut-être un peu envie, mais il va être conscient que, à contrario, aller faire 1 heure de sport avec les copains, voilà ce que ça fait, et voilà quel impact ça a, et voilà sur ton sommeil. Et en fait, je crois que on a ce devoir de transmettre à l'enfant quels sont ses besoins physiologiques et émotionnels, ce que c'est qu'un être humain, comment ça fonctionne, et pourquoi il y a des trucs qui font plus de bien et des trucs qui font plus de mal. Je pense que c'est la base de notre devoir moral de parents. On ne pourra pas le protéger tout, en revanche, on doit lui donner les clés pour que lui sache un petit peu comment il fonctionne et de lui-même puisse discerner plus tard, oui, si je cède à la drogue, ok, ça va faire ça. Par contre, si je fais ça, tiens, ça peut me faire du bien. Et en fait, de lui-même, il va faire ses choix, mais pour faire des choix, il faut avoir des éléments de pensée. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous rejoignez quelque part une demande du monde associatif qui consiste en une formation à être parent. De la même manière qu'une maman qui va accoucher a un encadrement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que cela signifie et autres. On est assez nombreux à dire, lorsque un enfant va arriver, le père et la mère devraient peut-être être un peu formés, impliqués à ce que cela signifie que d'être parent par rapport aux incidences par rapport à l'enfant, maintenant que tout va bien, et peut-être plus tard quand ça ira un peu moins bien. Alors, c'est amusant que vous disiez ça, parce que l'année dernière, pendant la crise Covid, je voyais tellement de parents en difficulté que je m'étais dit, je vais monter mon école des parents. Ce que je n'ai pas pu implémenter, parce que je reste un être humain avec 3 enfants et mon cabinet. Je ne pouvais pas en plus me mettre une entreprise sur les épaules. Oui, mais je veux dire, si on arrive de manière... Mais je me dis que la société civile doit avoir cette initiative, qu'il y a une demande de conférences, de cours. Enfin, moi, je sais que ayant été une enfant dans une famille très dysfonctionnelle, j'avais évidemment très peur d'être mère. Et c'est évident que mes études de psychologie ont été un support moral et intellectuel, mais stratosphérique. Mes bouquins de Winnicott, ce pédiatre anglais qui parle du lien entre le bébé et sa mère. On fait un spécial Winnicott actuellement. Oui. C'était évidemment d'une richesse et ça m'a donné de la joie, ça m'a donné de la confiance en moi parce que je me suis dit, ok, donc je suis pas folle, donc c'était pas ça qu'il fallait faire, d'accord. Et donc c'est normal qu'en fait on ait besoin de ça. Et ça m'a considérablement aidé à me jeter dans le vide de ce qui était pour moi un vide, puisque j'avais pas une mère, j'avais une génitrice mais pas une mère, à me jeter dans le vide de la maternité et à inventer ma propre mère intérieure. Donc je crois que la société civile, oui, mais certainement, ça va venir, des écoles en ligne, des choses comme ça, des conférences sur Internet pour expliquer ce que c'est que le développement pédiatrique d'un enfant, pourquoi c'est complètement bête de laisser pleurer un bébé sous prétexte qu'il va faire des caprices. Non, au bout de 20 minutes, votre bébé nourrisson qui hurle, il fabrique tellement de cortisol qu'il a des neurones qui sont grillés. Donc vous le consolez, votre bébé, il va pas devenir capricieux et tyrannique. Je crois que tout ça, les parents ont besoin de l'entendre, de l'apprendre parfois, et parfois simplement de le réentendre pour construire leur projet éducatif avec cet enfant qui arrive. Oui, bien sûr, on est capable de consacrer une vingtaine d'heures à une maman qui va accoucher pour lui apprendre à respirer ou lui dire ce qui va se passer. On peut très bien impliquer le père et rajouter quelques heures avec 1 ou 2 flyers pour dire voilà ce que ça signifie de vos responsabilités, de ce qui peut se passer et autres. Ne serait-ce que ça, c'est très peu d'engagement d'investissement financier et autres, on peut le faire. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais ça va venir, je pense. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. L'attaque sur ces liens parentaux, sur l'autorité parentale, on la retrouve aussi à l'école. Je crois que vous êtes intervenu pour le Covid. Vous dites que le Covid, les enfants ont été un peu maltraités. Vous rejoignez en ceci Roxane Chaffei des Mamans Louves, Emmanuel Darl, qui est passé ici il y a quelques semaines aussi, qui dit que on n'a pas été très 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 sympa avec nos enfants durant le Covid. Vous, je crois que vous avez fait des tribunes aussi pour protester contre ce qui avait été infligé à nos petits, à nos enfants durant le Covid. Déjà, je fais une relation entre l'abaissement, l'attaque sur les droits parentaux, le transfert des autorités parentales vers l'institution et ce genre de choses. Je constate effectivement que ça amène plus ou moins à des abus. Vous confirmez ? Ah oui, moi j'ai été extrêmement choquée de voir la détresse, d'abord la détresse des enfants, la vague pédopsychiatrique, parce que les enfants ont tenu un peu plus longtemps, hein. Les enfants ils tiennent, ils veulent pas mettre les parents en difficulté, donc les parents ont commencé à aller mal dès l'été qu'a suivi le premier confinement.
Ensuite, les étudiants, dès octobre, ont commencé à s'effondrer avec le couvre-feu, etc. Et puis, le deuxième confinement a été terrible. En fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, le premier, on a tenu, mais le deuxième, on s'est dit que c'était un jour sans fin. Et puis, la vague pédopsychiatrique est arrivée en février 2021. Et moi, j'ai été absolument horrifiée que pour une maladie qui n'était pas une maladie pédiatrique, on inverse les valeurs, qu'on demande aux enfants de porter les adultes, qu'on les culpabilise, qu'on les prive quand même de respirer normalement. C'était quand même complètement délirant. Et je me suis dit, mais la régression psychique de notre société, elle est dramatique. Je veux dire, on n'est même plus capable en période de crise de mettre en place des mesures de protection d'urgence qu'on ferait en temps de guerre pour nos mineurs. Donc on leur a fait perdre tous leurs repères spatio-temporels avec des fermetures de classe du jour au lendemain, etc. On les a stressés, les résultats scolaires se sont effondrés. Quoi qu'on raconte, tous les profs me le rapportent, du privé, du public. Et il faut pas croire que parce qu'aujourd'hui la vie scolaire est redevenue normale, les enfants sont remis de ça. C'est un âge de construction de l'identité. Ceux qu'on décrochait, c'est pas 2 jours pour les faire raccrocher. Ceux qu'on décompensait des anorexies, c'est pas en 2 semaines qu'ils vont se remettre à manger. Donc, ça a été extrêmement délétère. Les services de pédopsychiatrie sont toujours débordés. Et moi, oui, on a créé en fait avec les Mamans Louves, le collectif de santé pédiatrique et plusieurs collectifs, notamment les orthophonistes qui étaient très inquiets des retards de langage chez les bébés, dont les adultes qui s'en occupaient portaient le masque. On a créé l'Union pour la protection et la santé des enfants. Et donc, on a essayé de trouver des chiffres qui confirmaient tous nos constats cliniques. Et effectivement, on voudrait que pour les années à venir, il y ait vraiment une mise en place de mesures de protection des mineurs, y compris si une maladie touche les enfants. Mais comment on les protège? Parce que on a réduit quand même la définition de la santé à un chiffre de circulation virale. Mais pardon, même si on prend la définition de l'OMS, la santé, c'est un état global de bien-être physique, émotionnel et social. C'est certainement pas parce que j'ai pas le Covid que je suis en bonne santé. Oui, mais est-ce que c'est pas une conséquence justement de la diminution des droits parentaux naturels et biologiques et du fait que l'État cherche à se substituer aux parents? Et donc l'administratif, ensuite l'imperfection prend le reste et tout ça c'est une conséquence du fait que ce ne sont plus les parents qui s'occupent de leurs enfants? Ou qu'il y a une volonté institutionnelle de le faire à leur place? Vous savez ce que dit Bernanos. Il disait déjà en 46 que la bureaucratisation et le fait qu'on soit dans un monde de plus en plus technocratique était la pire menace qui pesait sur la démocratie. Parce que ça devient l'État big nounou qui se substitue à l'individu et qui pense à sa place. Ah, nous sommes mal avancés là, oui. Donc, ça se présente mal, effectivement. Donc cette intrusion étatique dans l'intime est évidemment extrêmement délétère. L'État doit rester à sa place dans ses fonctions régaliennes et c'est aux parents d'éduquer. Maintenant, quand on voit ce qui s'est passé le 28 juillet 2021, où on a autorisé la vaccination des adolescents avec l'accord d'un seul parent, pour moi, on a carrément mis le feu aux familles. Moi, j'ai reçu... On a géré des conflits à cause de ça. Entre le 28 juillet, où c'est tombé, et le mois de septembre, j'ai reçu des centaines, je dis bien des centaines, de mails de parents qui me disaient... Je suis en procédure de divorce, donc mon conjoint veut la vacciner, moi j'hésite, j'ai peur pour sa puberté, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on avait triangulé l'adolescent dans des conflits parentaux. Alors ça, si c'est pas diviser pour régner, faut m'expliquer ce que c'est, mais en tout cas, c'était une grave erreur, si c'était une erreur, mais en tout cas, c'était vraiment dramatique comme décision. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc cette espèce d'effritement de la position de parents, d'éducants et autres apporte vers ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire les couples homosexuels et homoparentaux. Est-ce que vous... Non, ça amène ce que vous appelez la modernité, c'est l'Union soviétique. C'est quand l'État éduque les enfants à la place de l'éducation spartiate, en fait. Ou c'est l'État qui éduque les enfants à la place des parents. C'est d'abord ce danger, en fait, d'une forme de totalitarisme au sens l'État décide à la place des familles. Oui, tout à fait, ça je suis totalement d'accord. J'essaie de faire une transition pour avoir votre avis sur les couples homosexuels et homoparentaux. Alors là-dessus, je peux pas tellement donner mon avis pour être tout à fait honnête parce que, encore une fois, moi je raisonne complètement au cas par cas. Et il se trouve que dans mon cabinet, j'ai reçu le cas de couple hétérosexuel avec enfants, j'ai reçu le cas de couple homosexuel sans enfants, j'ai reçu le cas de mères seules qui allaient se faire inséminer en Espagne ou congeler leurs ovocytes. J'ai jamais eu le cas de 2 femmes ou de 2 hommes avec enfants. Et ma pensée là-dessus n'est pas encore aboutie. Donc j'ai pas envie de donner mon avis parce que je suis pas encore certaine de ce que je pense. Je comprends, c'est à votre honneur parce qu'on n'a pas de recul effectivement et pour juger un certain nombre de choses, il faut... Et je veux dire, en fait, je vais vous dire, je vois tellement d'horreur chez des couples hétérosexuels
où il y a un inceste avec complicité de la mère, ou comme vous disiez, l'un des deux parents coupe l'enfant de l'autre parent, que ce serait de l'idéologie de dire l'hétérosexualité est forcément pourvoyeuse de biens et deux hommes ou deux femmes peuvent pas bien élever un enfant et lui donner de l'amour. Un être humain, il a besoin de masculin et de féminin dans sa vie, mais quand une femme est seule, il peut y avoir du masculin dans sa vie par le biais d'oncles, d'un parrain, d'amis extérieurs, etc. Donc je crois qu'il faut pas être rigide. Oui, et moi, j'ai... ça, on l'a appris ici, on le dit aussi, on fait une éducation en référence à, pour donner une parole à la voix, pour compenser l'absence de la troisième personne. Ouais. Et puis on sait très bien que c'est pas la sexualité, l'orientation sexuelle d'un individu qui fait sa valeur et sa finesse psychique. Donc je pense que là-dessus, il faut vraiment faire attention à l'idéologie. Et comme moi, tout simplement dans ma pratique, je n'ai pas reçu ce type de problématique, je m'abstiens totalement de porter un jugement. Et je vous dis, ma pensée n'est même pas aboutie sur le sujet. Non, je vous ai entendu, je vous comprends parfaitement votre point de vue, je vous ai entendu. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Marie-Estelle Dupont, est-ce que vous avez des projets actuellement? Un ouvrage après réussir son divorce qui va sortir chez Larousse? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous avez devant vous? Devant moi, j'ai de poursuivre, j'espère en la réussissant, l'éducation de mes 3 petits garçons, déjà. C'est déjà une œuvre, oui. C'est un gros boulot d'en faire 3 à peu près équilibrés dans le monde actuel. Et peut-être le plus important d'ailleurs de tous. Mais c'est pour ça que je le mets en premier. Oui. Et puis, je poursuis les consultations. J'ai, après la sortie de mon livre sur le divorce, normalement un ouvrage en préparation pour les éditions Guitry et Daniel sur justement la souffrance des jeunes pendant la crise du Covid. Voilà. Et c'est déjà pas mal, je crois, pour une seule personne. Oui, vous êtes bien occupé. On vous remercie beaucoup d'avoir consacré tout ce temps sur RLP Réunion Périgord. Merci beaucoup pour votre parole aussi, parce que vous avez une parole sensée, que ça fait du bien de l'entendre. Et puis, merci encore d'être venu. Merci, Madame Dupont. Merci beaucoup. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.